C'est la suite de Politicien, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré à la Guinée-Bissau. Monsieur Ferreira, nous étions en train de décrypter les atouts du nouveau Premier ministre qui a été nommé donc ce 14 avril au sommet extraordinaire de la CEDEAO à Lomé, donc nomination rendue officielle ce mardi 17 avril. Dites-nous, c'est l'homme de la situation, c'est celui qui enfin va sortir la Guinée-Bissau de sa crise, de sa si longue crise? Oui, je peux le confirmer, mais sauf que, bon, en même temps, je pense au président de la République qui dit quelque chose aujourd'hui, demain il change. Mais je crois qu'avec la sanction de la CEDEAO qui est arrivée, les choses se sont précipitées. D'ailleurs, le Premier ministre devait être nommé qu'aujourd'hui. Le président de la République a été donné, on lui a donné 48 heures pour régler le problème. Et même hier, il a fait avant même la date. Et en même temps, c'est un Premier ministre qui a été choisi par les deux grands partis de Guinée-Bissau, qui représente à peu près 98% du Parlement, PAIGC et le PRS, et c'est sûr qu'il va être soutenu. Et en même temps, il a une feuille de route des accords de Conakry qui a appliqué. Il y a pratiquement pas grand-chose à voter. Il y a juste à suivre le feuille de route, comme il a dit. Et même le président de la République n'a plus le droit de le démettre dans ses fonctions. Voilà. Donc, effectivement, c'est un garde-fou qui a été positionné pour qu'il puisse avoir les coups de franche et conduire sereinement votre pays aux élections législatives prévues. Toutes les conditions sont réunies. 2018, Jean-Bernard Bekim, l'on a là. Et d'ailleurs, on peut se convaincre de ce que les chefs d'État de la sous-région ouest africaine n'ont pas pu se rassembler en sommet extraordinaire s'ils n'avaient pas là la carte de la situation, la carte de Gomez. Je crois qu'il faut rester objectif et surtout neutre dans cette affaire. Quand on regarde quand on décrypte la nomination de Gomez, on va s'apercevoir que Vaz a été bloqué il y a 2 ans parce qu'il proposait de mettre en place un gouvernement d'unité nationale autour du PAIGC, mais associé au PRS. Et quand on regarde la solution actuelle, qu'est-ce qu'elle nous dit actuellement? Qu'est-ce que nous dit le Premier ministre qui est nommé, il a un objectif: conduire le pays aux prochaines élections. Ça ne va pas plus loin. Mais la question de fond qu'a posée Vaz, le président bissau-guinéen, c'est de rappeler à tous les acteurs guinéens, bissau-guinéens, qu'à partir du moment où le président de la République est élu au suffrage universel, il dispose donc de ce fait des prérogatives de souveraineté. Et c'est encore lui qui désigne le Premier ministre qui est nommé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne peut pas être exclu de la conduite et du pilotage de l'action du gouvernement. Or, le conflit qui a existé entre tous les premiers ministres provient de ce problème-là. Mais c'est pas lui qui a désigné. Tout à fait. Ça veut dire quoi? Que le vin n'est pas complètement sorti du fruit? Tout à fait. J'aimerais juste dire ici dans ce plateau que la CEDEAO, en tant qu'organisation régionale, ne dicte pas un président de la République, de la région, sa conduite. Il est souverain, le président. Il est souverain. Le président, il est souverain. Tout à fait. La CEDEAO n'a pas ces compétences-là. Donc, ce que vient de dire à mon collègue Batican, ça, c'est tout à fait, c'est pas vrai. Oui, alors, monsieur, et donc, plaçons les choses en contexte. Il faut qu'on replace. Voilà. Comment ça s'est passé? La CEDEAO fait des recommandations au président de la République. C'est lui, seul, lui, qui peut prendre décision. Alors, il faut placer placer les choses en contexte. Donc, monsieur, avant que vous ne poursuiviez, monsieur, il faut clarifier les choses. La CEDEAO ne dicte pas, effectivement. Tout à fait. C'est votre pays qui a fait appel à la CEDEAO. Et la CEDEAO a déployé d'énormes moyens. C'est le seul pays où la CEDEAO est restée plus longtemps dans la sous-région. Il n'y a pas un seul pays. Ils y sont encore. Depuis 1990, la CEDEAO vous accompagne. À partir de ce moment-là, effectivement, la CEDEAO est en droit d'avoir ces exigences. Nous respectons la décision de la CEDEAO. Nous respectons la CEDEAO. Nous respectons la CEDEAO. Mais la CEDEAO ne dicte pas les règles à un président
de la République de la Guinée-Bissau souverain. Ce que la CEDEAO a fait, c'est que moi, j'aimerais... mais avant, M. Montero, voilà. Ce que la CEDEAO a fait en revanche, tout à fait. C'est qu'elle vous a accompagné. Nous sommes reconnaissants de ça. Vous êtes reconnaissant, oui. C'est qu'elle vous a accompagné. Oui, tout à fait. Depuis les années 90 jusqu'à ce jour, et elle est encore prête à vous accompagner. C'est pour cela que nous sommes membres. Comme on va le voir dans ce sujet de l'organisation CMFA Kofi Diatoubé. Vers une résolution de la crise bissau-guinéenne, le pays traverse une crise institutionnelle depuis la destitution en août 2015 de son premier ministre Domingo Simões Pereira, chef du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert. Aujourd'hui, cette crise semble trouver un début de règlement pacifique et c'est sans compter avec les chefs d'État et de gouvernement de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. La CEDEAO a constitué en son sein une commission devant assurer le dialogue entre les parties dans la crise bissau-guinéenne. Le président Alpha Condé de la Guinée et son homologue du Ghana, Nana Akufo-Addo, ont été donc désignés officiellement pour assurer cette médiation. Réunie à Lomé, la capitale togolaise, le 14 avril 2018, la CEDEAO a réitéré son engagement, celui de maintenir la paix dans tous les pays membres. Notre ambition est de réussir le pari de la paix au sein de la CEDEAO, car le développement est à ce prix. Notre ambition est de faire de la stabilité de nos États une réalité, car la croissance et la prospérité en sont tributaires. Enfin, notre ambition est de garantir à nos populations la sécurité à laquelle elles aspirent, car c'est la condition de leur épanouissement économique et social. En octobre 2016, l'accord de Conakry a été signé. Il est censé régler la crise politique et institutionnelle entre le Parti Vaz et le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert. Après cet accord, la nomination d'un Premier ministre par le Parti du Renouveau social a été rejetée par le camp adverse, replongeant ainsi le pays dans la crise. En février 2018, la CEDEAO intervient en sanctionnant 20 personnalités politiques bissau-guinéennes accusées de faire entrave au processus de paix. La Guinée-Bissau, invitée à choisir un nouveau Premier ministre de manière consensuelle, conformément à l'accord de Conakry, s'est finalement décidé. Et c'est Aristide Gomez, ancien Premier ministre de 2005 à 2007, qui a été finalement choisi. Son Excellence, Monsieur Mario Vaz, président de la République de Guinée-Bissau, a informé la conférence qu'après consultation avec les forces politiques et la société civile de la prise des décisions suivantes. La nomination de Monsieur Aristide Gomez comme Premier ministre de consensus. Cette nomination sera prise par décret présidentiel le mardi 17 avril 2018 à Bissau. La tenue des élections législatives le 18 novembre 2018. C'est peut-être la fin d'une crise qui oppose le président de la République, José Mario Vaz, et son premier ministre dans un pays à régime semi-présidentiel. La conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO a réitéré son engagement à aider incessamment la Guinée-Bissau à trouver une solution concertée pour le renforcement des institutions du pays et à donner les moyens à l'État de fonctionner efficacement et dans le respect des lois. Cette implication constante de la CEDEAO à résoudre la crise politique en Guinée-Bissau relève de plusieurs enjeux. Bien, ce pays a toujours constitué une préoccupation au niveau institutionnel. Je pense à la CEDEAO qui ici embrasse son rôle politique et diplomatique de façon un peu plus prégnante en essayant sur le terrain de résoudre des problèmes politiques et institutionnels dans les pays qui la composent. Et la Guinée-Bissau a toujours été, depuis presque une dizaine d'années, un cas d'école systématique. Le Parlement bissau-guinéen sera ouvert le 19 avril 2018 pour statuer notamment sur les points liés à la nomination des membres de la commission électorale et de la prorogation de la législature. Si la question bissau-guinéenne semble trouver un début de solution, pour rester fidèle à sa volonté de maintenir la paix dans la région, la CEDEAO doit traduire sa vocation dans les faits avec les autres pays en crise dans la région, notamment avec le Togo, dont le dialogue engagé avec le président ghanéen est loin de faire taire les manifestations de rue de l'opposition togolaise.
C'était donc un reportage signé MFA Kofi Diatoubé, notre correspondante au Togo, où s'est tenu le sommet extraordinaire ce samedi 14 avril, sommet consacré à votre pays, la Guinée-Bissau. Je tiens quand même à rappeler que 10 chefs d'État ont fait le déplacement en personne. C'est la preuve sans doute que l'enjeu lié à votre pays est capital pour l'organisation sous-régionale. Nous sommes membres de la CEDEAO, nous respectons la CEDEAO et nous allons continuer à respecter la CEDEAO. Mais oui. La Guinée, c'est un État. Oui. Dites-nous quel est le problème. Ça appartient au président de la République de prendre décision de son peuple. Monsieur, expliquez-nous. Monsieur, moi, oui. Montero, expliquez-nous précisément et concrètement le problème que vous semblez, visiblement vous en avez un, que vous avez avec la CEDEAO. Quelle est la difficulté que vous avez? Nous n'avons pas de difficulté avec on a bien compris, vous êtes en train d'opposer CEDEAO et souveraineté de votre pays. Quelle est la pratique, la praxis politique et institutionnelle de la CEDEAO qui vous déplaît? Mais ce n'est pas la CEDEAO qui a un problème. Chez nous. Oui. Et donc la CEDEAO veut vous aider? Nous acceptons l'aide de la CEDEAO, mais à condition que la CEDEAO respecte nos institutions, respecte la souveraineté de la Guinée-Bissau. La CEDEAO respecte, mais est-ce qu'il est déjà arrivé une situation où la CEDEAO a violé la souveraineté de votre pays? Moi, je pense que la CEDEAO n'était pas claire. Par rapport à quoi? Dites-nous. En 2012, la CEDEAO n'était pas claire. Lorsqu'il y a eu coup d'État, en avril 2012. Voilà, la CEDEAO n'était pas claire dans sa position. Donc, quelle position? Vis-à-vis de la junte militaire qui avait pris le pouvoir? Non, vis-à-vis du coup d'État. Pas de junte militaire vis-à-vis du coup d'État. D'accord. Voilà, la CEDEAO n'était pas claire. Ça veut dire quoi concrètement? Elle n'était pas claire. Donc, ça veut dire que la CEDEAO, la position de la CEDEAO était ambiguë. Donc, nous, le peuple guinéen n'a rien compris de cette décision de la CEDEAO. Mais nous respectons la CEDEAO. Et au passage, j'aimerais rendre hommage à un homme qui est M. De Silva Arthur, qui n'a pas arrivé à former son gouvernement. Ce n'est pas parce qu'il n'était pas compétent, mais c'est que la situation politique à l'intérieur de la Guinée-Bissau n'était pas favorable. Et donc, selon vous, pour nos téléspectateurs, la CEDEAO n'a pas été assez ferme vis-à-vis, n'a pas condamné très ouvertement, aussi ouvertement que vous l'auriez souhaité, le coup d'État, c'est ça? Non, parce qu'il y avait double langage. Quel était le double langage? Tolérance zéro. Oui. Après, silence. Non, c'est-à-dire que le fait d'avoir accepté d'accompagner le nouveau pouvoir pour sortir votre pays de la crise, c'est ça que vous n'auriez pas? Non, on n'était pas sorti de la crise. C'est ça l'objectif. Mais on n'était pas... C'est cette crise-là que nous vivons jusqu'à aujourd'hui. D'accord. C'est ces problèmes-là. Très bien. Alors, vous avez aussi vous partagez le sentiment que la CEDEAO n'a pas été... Mais on ne va pas refaire l'histoire. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est d'évaluer, de jeter un regard évaluatif sur les actions de la CEDEAO dans votre pays. Beaucoup d'observateurs sont frappés par cet engagement de la CEDEAO par rapport à la Guinée-Bissau. Par rapport à la Guinée-Bissau, vous le partagez. C'est vrai que pour parler de la CEDEAO, d'abord il faut essayer de se rappeler comment tout a commencé. CEDEAO a commencé, je crois, en 1975. 25 mai 1975, précisément. Donc au départ, c'était juste pour des raisons économiques. Libre circulation, des choses comme ça. Il n'y avait pas cette histoire de problème de conflit. Oui. Après, ils ont, avec les coups d'État, des problèmes, l'instabilité, crise, Sierra Leone, Libéria et tout ça, ils se sont réfléchis en disant qu'on ne peut pas avoir la paix, la croissance, sans avoir la paix. Voilà, on ne peut pas se développer sans avoir la paix. Et c'est comme ça qu'ils ont créé. Mais au niveau de la Guinée-Bissau, je crois que ce qu'ils ont fait en Guinée-Bissau, tout n'est pas 100% parfait, hein, tout n'est pas parfait. C'est vrai que quand il mentionne tolérance zéro au niveau de coup d'État en 2012, là-dessus je partage les mêmes idées avec lui, parce que quand il y a eu le coup d'État en 2012, la CEDEAO avait déclaré tolérance zéro dans l'espace CEDEAO. Oui. Et après, ils ont fini par légitimer ce coup d'État en mettant... C'est notre vision de faire des choses. De voir les choses. En légitimant quelqu'un qui était putschiste,
qu'on lui a mis en tant que président de la République pendant 2 ans. On est passé par cette transition. Qu'est-ce que vous auriez souhaité? Disons et la majorité. Puisque vous êtes en train d'évoquer des cas, vous voulez que les troupes de la CEDEAO aillent déloger? Oui. Non, on voulait que, dès le départ, quand on a dit tolérance zéro, il fallait maintenir la position ferme, comme ils ont fait avec José Mario Vaz aujourd'hui, dans cette crise qui a duré 3 ans, pour régler la situation. Comme ça, il n'y aurait plus jamais coup d'État. C'était ça qu'ils devaient faire. Mais ils n'ont pas fait. Critique vis-à-vis de la CEDEAO. Donc, ils n'ont pas fait. Ils ont enlevé le Premier ministre en place contre la volonté de la majorité du peuple guinéen à l'époque. D'accord, pour mettre quelqu'un putschiste là-dessus. Mais sinon, la CEDEAO, ce qu'ils ont fait pour la Guinée-Bissau, c'est vraiment très fort. Et surtout, s'il n'y avait pas ces sanctions qu'ils ont pris dernièrement, il n'y aurait pas eu cet accord de Togo où on a choisi Aristide Gomes. Je ne suis pas sûr que... non. Attendez, on n'est pas sûr que la CEDEAO a la prétention d'avoir été parfaite sur tous les théâtres d'intervention. Il y a forcément des erreurs politiques et diplomatiques. Personne n'est parfait. Encore qu'on n'a pas sur ce plateau tous les éléments, les moyens pour apprécier Jean Bernard, s'il vous plaît, Jean Bernard Bikim, très rapidement avant qu'on passe à autre chose. On l'a vu, c'est finalement l'enfant chéri de la sous-région, la Guinée. Je veux dire entre guillemets avec tous les égards, quand on considère effectivement. C'est normal. Oui, c'est normal. C'est normal que la CEDEAO se penche sur la Guinée-Bissau. Pourquoi? Parce que la Guinée-Bissau a offert un enfant, un grand esprit à l'Afrique et au monde, Amilcar Cabral. Mais il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. Il y a beaucoup d'autres enjeux. Vous savez, il y a le Sénégal qui historiquement entretient des liens importants avec la Guinée-Bissau. Il y a la Guinée. Je vais aborder cette question-là, mais il faut quand même rappeler que l'œuvre d'Amilcar Cabral, sur ce que vivent les Africains aujourd'hui et sur ce qui se passe aujourd'hui à Guinée-Bissau, tout est écrit. Tout est écrit. On reviendra Premier point. Le deuxième point pour en terminer, dans l'enseignement principal de Cabral, qu'est-ce qu'il nous apprend? Il nous dit, voilà. Ça, je propose. Je termine, c'est important. Il nous dit l'unité. Oui. L'unité, la paix et les luttes doivent aller de pair. Parce qu'il n'y a pas d'unité sans lutte, il n'y a pas de paix sans lutte. Absolument, on l'a compris. Puisque vous êtes appelé sur d'autres fronts que vous devez partir, dites-nous très rapidement. Vous sembliez décliner quand tout à l'heure, quand votre compatriote parlait au sujet notamment de la CEDEAO dans votre pays, vous aviez quelque chose à ajouter? Mais je disais que la CEDEAO, en tant qu'organisation régionale, nous le respectons. Mais je répète encore que la CEDEAO ne dicte pas les règles au président de la République. Moi, je voulais juste rajouter quelque chose là-dessus au niveau de la CEDEAO. Et donc, c'est pas parce que la CEDEAO a sanctionné la Guinée-Bissau. Non, la CEDEAO n'a pas sanctionné la Guinée. La CEDEAO a sanctionné des Bissau-Guinée. Oui, c'est pas la même chose. Oui, mais c'est pas parce qu'il y a eu des sanctions qu'il y a eu cet accord. Il y a cette acceptation du Premier ministre. Non. Merci. C'est que nous, à un moment donné, il faut que nous soyons intelligents. Les Guinéens doivent s'asseoir. C'est là. L'unité nationale. C'est là la solution. Pour l'intérêt de tous. Merci, je propose. Donc, les Guinéens doivent s'asseoir. Ça suffit maintenant. On a tout fait. On a souffert. Maintenant, il faut l'unité nationale. Merci. Il ne faut pas regarder maintenant le pôle A, le pôle B, le pôle C. Il faut l'unité nationale pour construire le pays. Ça suffit. On a fait beaucoup. Maintenant, soyons derrière le président de la République pour que Maria puisse avancer. Il n'y a pas un seul Bissau-Guinéen qui serait contre ce que vous venez de dire, parce que l'unité nationale est fondamentale. Voilà, derrière le président. Mais je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de notre émission. D'accord. À tout de suite. Mais